Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde, version toujours chez vous pour combattre la COVID. Je m'appelle Frédéric Méran, je suis le directeur scientifique du Cerium et j'ai le grand plaisir d'animer l'émission ce semestre. Le 3 novembre 2020, plus de 300 millions d'Américains vont découvrir le visage de leur nouveau président. La campagne électorale est lancée depuis plusieurs semaines avec comme toile de fond la pandémie de COVID-19, les tensions raciales, la crise économique et les feux de forêt en Californie. On en parle aujourd'hui avec Sarah Champagne, journaliste indépendante et collaboratrice du quotidien Le Devoir depuis 2014, qui est au Texas en ce moment. Bonjour Sarah Champagne. Bonjour Frédéric. Vous êtes diplômée de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et de la non moins prestigieuse Université de Montréal à Montréal. Et vous êtes surtout journaliste au Devoir et depuis quelques semaines, vous parcourez le sud des États-Unis pour enquêter sur la population américaine alors que se préparent des élections d'une importance capitale. Alors, on va en parler un petit peu avec vous. Vous êtes présentement au Texas, un État où s'opèrent des changements démographiques considérables depuis quelques décennies. C'est un État que l'on suit avec beaucoup d'attention dans ces élections. Pourquoi le Texas est-il si important aujourd'hui? Oui, en fait, c'est ça. Je suis sur la route depuis déjà 2 semaines. J'ai fait 6 États. C'est le 6e État dans lequel je me trouve. Et le Texas, c'était important parce que d'abord, c'est un très gros État. C'est le deuxième plus gros État de tous les États-Unis. Ils ont plusieurs grands électeurs du vote. Et vous parlez de la transition démographique. Ben, c'est un État où elle s'avère. En fait, c'est un État déjà avec une grande diversité, une présence historique des Latinos ou des hispanophones, comment vous préférez les nommer. Et c'est aussi en voie de devenir le groupe majoritaire ici au Texas. Les États-Unis, en ce moment, sont en recensement général, mais chaque année, il y a des estimations qui sont faites par le Bureau du recensement. Et cette année, cet été, les hispanophones ont été confirmés comme formant 40% de la population du Texas. Et donc, dès 2022, ils formeront le groupe majoritaire avec 41%, puisque les Blancs forment 41% à l'heure actuelle et les Noirs 12%. Et chaque année, il y a environ 200 000, un peu plus de 200 000 personnes d'origine latino-américaine qui s'ajoutent à la population, donc 2 millions depuis 2010. Puis quand je dis latino-américaine, ça peut être une origine qui soit proche ou lointaine. Il y a évidemment des gens qui sont installés ici depuis plusieurs générations, mais qui continuent de vivre une partie de leur vie en espagnol ou une immigration très récente, là, des gens qui ont traversé la frontière cette année ou l'année dernière. Parce que le Texas a, oui, une longue frontière avec le Mexique. Il y a 29 points d'entrée ici depuis le Mexique et autant de centres de détention d'immigration qui ont été plutôt célèbres au début du mandat présidentiel de Trump. Et donc, oui, le Texas change. L'électorat latino-américain attire beaucoup d'attention. Alors, c'est un peu le paradoxe du Texas. Dans l'imaginaire, on associe le Texas à un État républicain, ce qu'il est depuis 1980, un État du Sud. Et puis aujourd'hui, la population latino, comme vous venez de le décrire, change profondément la démographie et peut-être la politique de cet État. Que sait-on du vote latino? Est-ce qu'il est véritablement acquis au Parti démocrate? Est-ce que les électeurs latino-américains vont se déplacer pour Joe Biden? Oui, je pense qu'il y a une différence entre ce que les stratèges démocrates rêvent de voir puis ce qui se passe effectivement dans les dernières élections. Le Texas, vous l'avez dit, là, c'est généralement considéré assez solidement rouge. Même, on le considère généralement même pas un État pivot, un État mauve. Et donc, on pense que l'électorat latino pourrait renfermer les clés pour tourner l'État vers les démocrates, mais c'est dur à dire parce que, en fait, on ne sait pas s'ils vont aller assez voter. On attend depuis longtemps la grande montée en force, l'espèce de réveil de l'électorat latino, mais ça n'a toujours pas lieu. La participation se tourne autour de 47-48%. Donc, même si la population augmente, il y a plus de Latinos qui votent, mais il y a aussi plus de Latinos en nombre absolu qui ne votent pas. Et à l'échelle du pays, il y a 14 millions de Latinos. Ben, je dis Latinos, donc comme je le disais, là, ça peut être Latino ou hispanophone. Il y a un petit débat sur comment les nommer. Et donc, oui, ça fait vraiment saliver les stratèges des deux partis. On dit 14 millions si on peut s'acquérir cette population-là. Donc, je le disais, c'est des gens qui sont concentrés dans les villes au Texas et les villes sont déjà démocrates.
Et donc, est-ce que les Latinos vont avoir déménagé assez en périphérie urbaine, dans ces fameuses banlieues qu'on essaie de conquérir dans un parti comme dans l'autre? C'est ce qui pourrait faire la différence. Puis justement, aujourd'hui, je vais aller rencontrer 2 femmes latinas qui sont mobilisées pour leur communauté. Donc, mais est-ce qu'elles vont aller voter? C'est la question que je vais leur poser. Et puis, comme vous l'avez mentionné aussi, c'est pas nécessairement un bloc uniforme. Les Latinos, il y a toutes sortes de diversité d'opinions. Les gens qui sont là depuis longtemps pensent pas nécessairement comme les immigrants plus récents. Selon le pays d'origine, je pense à Cuba, c'est pas la même chose que venir du Guatemala. Et donc, on calcule qu'en 2016, aux élections de mi-mandat, oui, c'est ça, aux élections de mi-mandat de 2016, il y a 30% des Latinos qui ont voté pour les républicains. Donc, ce serait comme les 2 tiers pour les démocrates et le tiers pour les républicains. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour faire changer le Texas? C'est pas avéré encore. Alors justement, votre sentiment sur le terrain, c'est plutôt qu'on doit s'intéresser au Texas comme laboratoire de l'Amérique du futur, ou y a-t-il une véritable chance que le Texas passe dans le camp démocrate à l'élection présidentielle? Tout ça va dépendre vraiment des banlieues. On était en banlieue de Houston hier, donc Houston, Dallas, les 2 plus grosses villes du Texas, ont cette couronne très très étendue à l'américaine de périphérie très spatialement. Ça nous a pris 40 minutes juste aller à la première banlieue. Et là-bas, on voyait des signes pour en faveur de Trump et de Pence. Et donc, c'est pas acquis encore. Les pronostics sont que le Texas restera rouge. Moi, je m'intéresse au Texas parce que je crois que c'est un peu, vous l'avez dit, moi, j'utilise le mot matrice. C'est une matrice pour le reste des États-Unis. C'est un énorme État. Juste pendant la pandémie, on a vu l'économie pétrolière s'effondrer. Ça a été un État très touché par la COVID-19. C'est ici que la diversité, finalement, s'installe le plus rapidement. Donc, est-ce que si les démocrates sont capables de faire des poussées ici au Texas, ce sera un signe d'optimisme, en tout cas pour le parti? J'ai mentionné que vous aviez vécu en Caroline du Nord, vous connaissez bien le Sud profond, et dans les autres États du Sud, évidemment, c'est moins la question latino-américaine qui se pose que la question afro-américaine. On reproche souvent à Donald Trump de pratiquer une politique de la division, mais le Sud, depuis le 19e siècle, est une région profondément divisée sur le plan politique. Ces divisions, comment les sent-on sur le terrain? Comment se manifestent-elles sur le plan social et sur le plan politique? Je crois qu'on n'a jamais fini de connaître la région du Sud profond. Là, j'en apprends vraiment tous les jours. Je dirais que, comme je suis sur le terrain, je vais vous parler de quelque chose qui est directement observable. C'est vraiment la ségrégation spatiale. Les espaces sont encore extrêmement divisés. On était à Montgomery, en Alabama, la semaine dernière, et on se promenait près du centre-ville sur la rue Union. Et là, il y a des petits immeubles de briques en rangée, type logement social, un peu tous identiques. Et quand on lève les yeux, on réalise qu'il y a que des Afro-Américains, que ce soit sur le devant de leur maison ou comme en termes de passants dans la rue. Puis on tourne à gauche, on arrive dans un quartier sur la rue Cloverdale où est-ce qu'il y a un bar à vin, une galerie d'art, un café vintage. Et là, on va chercher un café et évidemment, à l'intérieur, tout le monde est blanc. Et donc, c'est directement observable. Mais plus que ça, si on prenait des cartes du redlining, je vais vous expliquer c'est quoi, et qu'on superposait aux cartes de distribution raciale, aux cartes de pauvreté, aux cartes des inégalités en santé, on obtiendrait des cartes sensiblement qui se ressemblent en fait. Et donc, le redlining, c'est une politique du 20e siècle, dans les années 50, 60, 70, qui était de refuser ou de limiter les prêts hypothécaires aux populations dans des zones géographiques déterminées. Et donc, dans les zones géographiques où les Afro-Américains étaient concentrés dans les villes, on ne leur consentait pas de prêts sous prétexte que c'était des zones risquées. Et donc, découlant de cette pratique, les investissements publics aussi étaient limités en termes d'aqueducs, en termes d'armes, en termes de toutes sortes d'infrastructures. Et donc, quand je parlais de la carte du redlining, c'est en fait la carte de concentration où les Afro-Américains vivaient dans ce qu'on appelle des ghettos encore aujourd'hui. Et donc, c'est une politique qui ne porte plus ce nom-là, mais quand même, sous Donald Trump récemment, il en parlait aussi dans ses discours durant la convention républicaine du mois d'août. Il y a une loi sur le zonage qui avait été passée sous l'administration Obama, une loi sur le zonage donc, ils sont revenus en arrière sur cette loi-là.
Et c'était sous couvert de dire, ben en fait, nous, on va garder vos banlieues tout à fait sécuritaires. On ne permettra pas qu'il y ait des habitations multiples en changeant le zonage. On ne veut que des maisons unifamiliales, pas d'habitations à loyer modique. Et en disant, on veut que ces limites entre les quartiers demeurent rigides, en fait. On veut pas que le zonage puisse être enlevé des mains des propres personnes qui vivent dans ces banlieues et qui veulent les conserver comme elles sont. Et ce qu'on dit, donc sous couvert de dire ça, ce qu'on entend en sous-texte, ou en tout cas ce que les Afro-Américains entendent en sous-texte, c'est on ne veut pas de Noirs dans nos quartiers. Et c'est difficile quand on se met dans l'état d'esprit du redlining, de ces politiques qui ont été toujours faites, non pas avec une loi écrite discriminatoire, mais avec un résultat discriminatoire. Et donc, quand on entend Trump dire on veut abolir cette loi sur le zonage, les Afro-Américains entendent en fait on veut garder nos quartiers blancs. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est depuis c'est depuis la création des États-Unis, mais ces lois-là qui sont écrites d'une façon neutre, mais qui ont des effets disproportionnés sur les Afro-Américains, mais c'est vraiment depuis les années 60, en fait, depuis qu'on a aboli la ségrégation sociale et raciale. Mais c'est ça. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a la ségrégation sociale, mais elle trouve une expression politique très forte dans le sud des États-Unis. On sait que l'électorat afro-américain est, lui, acquis au Parti démocrate, mais en même temps, il y a des obstacles au vote africain-américain. Alors, quels sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qui, fondamentalement, fait en sorte que beaucoup d'électeurs afro-américains ne pourront probablement pas exprimer leurs préférences politiques le 3 novembre? Mm-hmm. Oui, en fait, je pense que c'est une question de préférence personnelle. Je ne veux pas parler pour les Afro-Américains s'ils décident ou non de voter. J'ai rencontré des gens qui décident de ne pas voter parce qu'ils n'ont pas confiance dans le processus politique, ils n'ont pas trouvé de candidat qui leur convient. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, des obstacles carrément logistiques. Les bureaux de vote si on regarde encore une fois la distribution spatiale sur une carte, les bureaux de vote sont plus éloignés des zones de concentration de la population afro-américaine. Et en Caroline du Nord, il y a eu carrément des lois aussi qui ont eu un effet disproportionné sur les Afro-Américains. En 2016, il y a une espèce de loi mammouth qui est passée où est-ce qu'on demande tout d'un coup de fournir des cartes d'identité avec photo. Et là, quand on regarde la liste des cartes d'identité avec photo, ce sont toutes des cartes qui sont plutôt détenues par des Blancs, que les Afro-Américains n'ont peut-être pas eu l'occasion d'aller chercher, soit parce que c'est des activités qu'ils pratiquent pas comme la chasse. Il y avait une carte d'identité qui était une carte d'identité un permis de chasse avec photo, mais c'est une activité pratiquée en majorité par des Blancs. Et donc, cette loi-là a fait en sorte que des gens qui se présentaient au bureau de vote n'avaient pas la pièce d'identité demandée et ne pouvaient donc pas voter. Là, la loi a été suspendue parce qu'il y a eu plusieurs poursuites judiciaires et dont une poursuite judiciaire à laquelle une juge fédérale avait répondu en disant c'est une loi qui vise ou qui cible les Afro-Américains de façon presque chirurgicale. Et ensuite, il y a aussi le gerrymandering, donc le redécoupage des cartes électorales, qui est une des questions fondamentales en Caroline du Nord. C'était parmi les districts les plus redécoupés, tellement qu'on en fait des blagues. Quand vous regardez les différentes formes de districts entre Charlotte, qui est la capitale économique, grosse place boursière, et Greensboro, qui est un peu plus près de la capitale politique. C'était tellement bien découpé que ça avait l'air d'un serpent sur la carte. Et donc, c'était pour faire en sorte de compacter ou ramasser les électeurs tous autour de l'autoroute 85, donc des électeurs qui allaient voter plutôt démocrates, et de faire des circonscriptions plus élaborées à l'extérieur. Donc là, c'est difficile à expliquer sans carte, mais c'est ce qui fait que par des processus neutre, supposément neutre, par la loi et par le redécoupage des cartes électorales, ben, les Afro-Américains se retrouvent finalement à avoir des votes qui valent moins que leurs concitoyens. Et par rapport à ça, une toute dernière question rapidement. Est-ce que vous avez eu l'impression que l'électorat afro-américain était mobilisé, qu'il y avait une énergie sur le terrain? C'est très difficile de sentir l'énergie sur le terrain parce qu'il y a vraiment très peu, en fait, d'activités électorales ou de mobilisation du vote en personne. Les restrictions dans les États du Sud sont à peine levées. Je sais qu'au Québec, on est en train de retourner un peu à cet état-là, mais ici, de la Caroline du Nord jusqu'au Texas,
On est encore en phase de restriction. Les bars sont pas ouverts, par exemple. Les restaurants sont à capacité très limitée. C'est beaucoup plus pour emporter. Et donc, même chose pour la mobilisation des électeurs. Mais tout de même, il y a des groupes qui s'adressent principalement aux Afro-Américains. Je pense à Black Voter Batters, donc l'électorat noir compte. Ça, il y en a dans tous les États. On va en rencontrer aussi ici au Texas. Et donc, je pourrais vous en dire plus. Merci, Sarah Champagne. C'est tout le temps que nous avons, mais merci d'avoir été nos yeux sur le terrain et puis d'avoir rendu une visite virtuelle à votre alma mater, l'Université de Montréal. Donc, on vous souhaite une bonne continuation. Merci, Frédéric. C'est ce qui conclut cette émission Arrêt sur le monde, en formule toujours chez nous. Merci d'avoir été des nôtres. Un grand merci à l'équipe technique, aux recherchistes, à notre invitée, Sarah Champagne, au Cerium, à l'Agence France Presse, à Savoir Média et à la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal qui nous permettent quelques instants de faire un arrêt sur le monde. À très bientôt.